terminer par quelques enseignements. Alors, en écoutant les différentes interventions, j'ai essayé de me dire, puisqu'on m'a demandé de faire une prospective avant qu'ils en concluent, j'ai retenu 5 points de ce qui s'est dit, qui me paraît important dans cette prospective. La première, c'est une sorte de réconciliation avec l'acteur public. Et nous sommes tous d'accord pour dire que s'il n'y avait pas eu l'autorité publique et l'intervention de l'acteur public dans ce domaine-là, on ne serait pas là pour en parler. On ne serait pas là pour en parler. C'est-à-dire qu'on sort de ce que j'appelle la méfiance bureaucratique. Alors on n'aime pas l'intervention de l'État, évidemment, quand on est dans l'entreprise, parce qu'on a toujours peur qu'ils viennent contrôler, qu'ils viennent nous brider, qu'ils viennent réduire nos marges de manœuvre. Sans l'autorité publique comme régulateur, capable de régler des différends, d'anticiper, nous ne serions pas là pour en parler. Mesurer l'importance, mesurons ensemble l'importance, c'est ce que j'ai cru comprendre cet après-midi, de cet acteur public. D'autant que quelqu'un dit aussi que sans le changement, il est exogène. C'est-à-dire que, Brun, tu as dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas des lois, eh bien, je crois que ça bouge. Le changement endogène, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a du changement sous contrainte, mais du changement endogène, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième élément que je retiens, c'est, au fond, cette importance de la formation de tous. Et l'entreprise me semble faire cohabiter 2 mondes. Le monde des ingénieurs, du langage formel, des benchmarking, des modèles, et puis le monde des langages professionnels, qui est un monde de ceux qui travaillent, mais qui n'ont pas la culture de ces ingénieurs et de ces modèles. Et je crois que si on veut avancer sur ces thèmes-là, il faut qu'il y ait une formation à la fois des ingénieurs sur l'autre monde, qui est lié à du temps passé aussi sur ce travail qualifié aujourd'hui souvent d'empêché, d'intenable. Bon. Et de l'autre côté, que l'ensemble des salariés aussi comprennent et quelques éléments de repère sur un benchmarking, sur le langage des décideurs. Quand vous arrivez dans un comité d'établissement, un comité d'entreprise, enfin, toute une structure, vous arrivez, vous avez un demi-mètre cube de documents qu'il faut avaler, on n'a même pas la culture pour le faire. Donc si on ne fait pas un effort de formation, eh bien, deuxième objectif, et dans la prospective, sortir de l'incompréhension. Troisièmement, le dialogue social. Oui, mon point de vue est que sur les risques psychosociaux, on en sortira si on accepte l'idée d'une organisation dialoguée. Vous observerez que je n'utilise pas l'organisation négociée. Je ne pense pas que les décisions stratégiques se négocient avec l'employé terminal. Elles se négocient, elles se discutent dans des structures. Mais par contre, l'organisation dialoguée est importante parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut, d'une part, que les orientations puissent être exposées, mais d'autre part que les expériences vécues puissent remonter. Il faut qu'il y ait ce lieu d'échange, me semble-t-il, et qu'il soit une reconnaissance. Dans le cas du suicide que j'avais analysé pour aider cette région de France à se remettre en route parce que ça avait traumatisé cette entreprise qui s'était mise à l'arrêt pour ce cas-là. C'était au fond lié à une mutation d'office et surtout au fait que les individus avaient le sentiment de ne pas être reconnus dans leurs compétences à discuter des orientations. Ils ont des savoirs du client, ils savent ce que le client veut, mais à aucun moment on leur demande leur point de vue. Par contre, on leur rationalise les moyens, que ce soit du câble, des voitures, etc. On leur rationalise les moyens au nom d'une compétition auquel ils ne comprennent strictement rien. Mais eux, ils sont détenteurs de savoir, ils voudraient participer à la gestion de l'entreprise. Si je dis ça aujourd'hui, évidemment, c'est complètement hors de propos. Mais sachez que c'est demain qu'il va falloir comprendre que ces salariés de base ont des savoirs de gestion et veulent participer à la définition des orientations. Ah là là, ça se dégrade. Quatrièmement, dans la prospective, il me semblait qu'on fonctionne aujourd'hui avec... le quatrième point, il a été dit par certains. J'ai fait un peu le bilan de où sont les modèles organisation efficace et quel est le critère d'efficacité de ces modèles. Les travaux américains de nos collègues américains montrent que c'est en Inde, et la conclusion de ces modèles, c'est l'employé d'abord. Jean-Pierre, tu as dit ça, c'est ça, tu avais dit ça tout à l'heure déjà. L'employé d'abord, pas le client, l'employé. Alors là, il va falloir aussi prendre au sérieux cette idée-là, et donc il faut partir du travail, mais sachez que le travail, c'est une inconnue
pour beaucoup d'entre nous. C'est un travail dissimulé. C'est le travail qu'on cache. Chacun de nous a un travail ici. Quand on est dirigeant, on travaille aussi. Mais il faut bien savoir que c'est un travail caché et dissimulé. Donc il va falloir, à mon avis, remettre l'employé au cœur du dispositif et sans doute l'autonomie. Et sans doute sa capacité d'action. Et enfin, je terminerai de la 5e élément qui me venait à l'idée dans cette prospective, c'est que, évidemment, nous savons que nous sommes tous dans à la fois une économie mondialisée et travaillant aussi sur des modèles d'économie socialiste de marché. Hein. Je travaille en Asie avec des pays qui ont ces modèles-là. Hein. C'est pas facile à articuler. Hein. Qu'est-ce que c'est l'économie? Alors, il me semble il me vient à l'idée qu'une de nos tâches pour toute cette question des risques, de la sécurité, c'est bien de moraliser l'économie. C'est bien quelque part d'avoir, alors j'ose plus utiliser l'empreinte culturelle, c'est Derry Barnes, Philippe, qui l'a consacré il y a quelque temps pour montrer que la culture, c'est une empreinte culturelle, ça veut dire que c'est un espace dans lequel il y a des structures latentes qui orientent un peu nos comportements, mais ce n'est pas des valeurs qui s'imposent comme ça. Bref, il me semble que sur la sécurité, y compris, est-ce que la sécurité comporte des standards universaux, comporte des prescriptions universelles ou pas? Il me semble que là, on a un travail à faire sur aussi ce qui va renvoyer à un management interculturel de la sécurité. Je vous remercie.